Hello à tous. Bon, bah, vous devez vous dire, putain, le mec il se fait chier le soir, il s'enregistre et tout. Non, en fait, j'ai un petit truc à vous partager et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Euh, on m'envoie pas mal de vidéos parce que je recommande pas mal de choses quand je découvre des nouvelles ou que j'entends parler de documentaires qui ont beaucoup de valeur avec des gens qui mettent beaucoup de travail dedans pour justement ouvrir les yeux à la population et donc donner une autre vision des choses. Parce que j'aime bien toujours, quand on entend une chose, j'aime bien essayer d'aller voir le contraire. Tout comme, moi je sais pas, quand j'achète un produit et que je vois des bonnes recommandations et que je vois qu'il est bien noté, forcément, qu'est-ce que je fais? Je vais lire les commentaires les plus pourris et de voir un peu quelle est l'expérience négative de ceux qui n'ont pas aimé le produit ou ceux qui ont des soucis avec. Donc comme ça, je me fais une réelle idée de ce qui se passe, comme ça je suis préparé pour les deux. Donc un peu pour les médias, je suis un peu pareil et puis je suis pas réfractaire à quoi que ce soit. Donc j'aime bien analyser et j'invite chacun à vraiment faire un travail personnel là-dessus, un travail de recherche. Et voir ce qu'on entend au journal télévisé, et puis qu'est-ce qu'on lit dans les journaux, et qu'est-ce qui se fait en fait sur les chaînes de journalisme libre, où il n'y a aucun intérêt, parce que bon, malheureusement, il y a toujours des conflits d'intérêts. Il y a, comme on sait tous, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont entendu parler que Pfizer a sorti donc le vaccin qui aurait une efficacité à 90%. Donc bon, après 90%, je ne sais pas comment ils l'ont mesuré, et sur qui l'ont mesuré, et sur quel laps de temps ils ont pu mesurer ça. Donc je vais vous montrer une petite vidéo qu'on m'a envoyée. Ça a suscité mon intérêt, et moi j'ai tilté dessus, parce que c'est vachement représentatif finalement de ce qui se passe. Et parce qu'on part tous du principe que le gouvernement en fait, se soucie de notre état de santé. Donc bon, après, si vous avez pu lire nos stories, vous savez ce que j'en pense. Moi je pense qu'ils en ont strictement rien à foutre. Mieux que ça, en fait, plus vous êtes en bonne santé, moins vous êtes un consommateur de produits pharmaceutiques. Plus vous êtes malade, et plus vous allez consommer de médocs, et donc plus vous allez rapporter à l'industrie. Donc ce qui montre bien que d'ailleurs tous les gens qui crèvent de faim sur la planète, il y en a des millions, et en fait on ne fait rien, ça fait des décennies qu'on sait ça, et il n'y a toujours rien qui a changé. Donc finalement, la réelle santé des gens, en fait, ça ne les intéresse pas. Puis d'ailleurs, demain, si vous mourrez, à part les gens qui vous apprécient et les gens qui sont proches de votre famille, etc., ça leur fera de la peine et ils seront tristes, mais le gouvernement, ils n'en ont strictement rien à battre. Donc malheureusement, c'est la vérité, c'est la réalité des choses. Et donc, quel est l'intérêt pour eux finalement? C'est qu'il y a toujours de la vente, il y a toujours de l'intérêt, il y a de prise de pouvoir. Si vous n'êtes pas là, si vous êtes en bonne santé et que vous êtes des êtres qui pensent par eux-mêmes, on ne peut pas vous contrôler, on ne peut pas vous influencer. Donc finalement, contrôler les médias traditionnels, ça a un intérêt pour pouvoir vous atteindre. Et on nous atteint comment? On nous atteint par la peur. Quand vous avez peur, en fait, on se dit, maintenant que j'ai peur, on cherche tous une solution face à la peur, face à une problématique. Donc on nous a donné Netflix et on nous a donné Chips en attendant qu'on nous sorte le remède miracle. Et on nous a déjà conditionné avec Netflix dans le passé et la télévision et les films hollywoodiens. Quand il y a une épidémie mondiale, des zombies partout, la planète est en train de crever, on va tous y passer. Et qu'est-ce qui se passe? Le truc miracle, c'est le vaccin qui en fait est le vaccin qui sauve tout le monde. Donc il y a un mec qui trouve le vaccin, et puis voilà, ça y est, c'est bon, la planète est sauvée, tout le monde revit heureux, c'est encore plus beau qu'avant, les fleurs poussent, les oiseaux chantent, et le monde est nickel. Donc on nous a déjà conditionnés en fait depuis des années que c'est la solution. Et bizarrement, aujourd'hui, on a une pandémie à l'échelle mondiale qui touche tout le monde, toutes les nations, et voilà, il y a un vaccin qui sort. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui manifestent leur envie de prendre le vaccin. Donc c'est une problématique pour eux. Ma question, qu'est-ce que vous pensez du film qui va suivre? Donc je vous retrouve juste après. Donc ensuite, j'ai les données de l'hôpital, 2500 lits. Vous pouvez revenir sur les données de l'hôpital, juste. Donc ça, c'est pour l'hôpital de Strasbourg, CHU de Strasbourg. Nous avons un peu plus de 2500 lits. Ce sont les tests que nous réalisons tous les jours. Bon, pour l'hôpital US et CHU de Strasbourg et pour les établissements extérieurs. Ensuite, la positivité des tests
Alors on voit qu'elle augmente. Elle augmente depuis le début septembre. Le taux de positivité donc, augmente régulièrement, mais pas de façon explosive. Et vous avez une homogénéité dans les tests et dans le nombre de cycles qui sont utilisés pour l'analyse? On s'aligne quand même sur les recommandations. Enfin, je ne sais pas si ce sont des vraies recommandations, mais on est toujours à plus de cycles que l'Allemagne, bien entendu. On a toujours, en France, on est à la tendance à avoir un excès de tests positifs, c'est-à-dire à avoir des tests faussement positifs. Ça a été la tendance qui a été choisie, là encore, je pense, par peur de manquer des cas. Mais au résultat, eh bien, on va détecter des gens qui ont un petit peu d'ARN résiduel sur des muqueuses, mais qui ne sont probablement pas contagieux, ni infectieux, ni infectés, ni contagieux. Ok, donc en fait là, ce qu'il dit, c'est un truc hyper important, parce que avec ces brins d'ARN qui parlent, qu'on trouve sur des muqueuses, c'est comme si je prenais en fait dans cette pièce-là, je fais un test et je dis, je voudrais savoir en fait le taux de la pollution qu'il y a dans l'air de cette pièce. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais mesurer, je prends un coton-tige et je vais aller fouiner dans le filtre qui filtre l'air, qui fait rentrer l'air dans cette pièce, ou est-ce que je prends un échantillon de la pièce et de l'air de la pièce et j'analyse ça? A priori, on aurait tendance à dire oui, je prends l'air de la pièce parce que c'est l'air de la pièce qui compte. C'est pas la saleté qui est dans le filtre, parce que le filtre, justement, il est là pour empêcher que l'air soit sale. Pourtant, quand on fait un test PCR, on envoie un coton-tige, on l'envoie au fond des narines, et donc on va tester finalement le filtre, donc ce qui est le but finalement de vos fosses nasales. Donc le but de retenir toutes les particules, toutes les saletés, tous les éléments pathogènes potentiellement dangereux pour le corps viennent se coller et s'accrocher dans la muqueuse. Et donc nous, on va se faire tester avec un coton-tige et on récupère ça et en fait on amplifie ça et on se retrouve avec des brins d'ARN ou de l'information qui ressemble donc à une forme de Covid ou quelque chose d'ancien qui a la même origine, et donc on se retrouve avec des faux positifs. Donc c'est vachement intéressant. Je vous laisse là vous regarder la suite. Ensuite, les appels journaliers reçus au SAMU, donc à Strasbourg, en rapport avec la Covid. On voit que depuis le début septembre, ça augmente, mais ça augmente surtout depuis le 10 octobre. Les professionnels du CHU dépistés Covid+, on est incapable d'assurer une prévention à 100% pour les professionnels de santé, malgré toutes les précautions. Il y a toujours des trous dans la raquette, il y a des lacunes, et vous voyez qu'il y a des gens qui se contaminent. Alors, ils peuvent aussi se contaminer en dehors de leur exercice professionnel. Voilà. Et puis, donc là, les patients Covid+, voilà, ça c'est vraiment les données de morbidité concernant les patients. Donc, en réanimation, donc là, on en est au 12 novembre, vous voyez, c'est presque un jour. On en est à 40, vous voyez, c'est pas énorme, hein, 40 pour le CHU Strasbourg. 40 patients Covid+, en réanimation, et en unité conventionnelle, on en est à peu près à 180. Voilà, 180. Et ça représente quel taux d'occupation du CHU de Strasbourg? Sur 2500 lits, bon, alors je n'ai pas en tête le nombre de lits de réanimation, bon, parce qu'en fait, on peut l'adapter, mais on est très très loin de la saturation, extrêmement loin de la saturation. Parce qu'on parle tout le temps de la saturation, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que un taux de remplissage des lits de 90%, mais c'est un objectif en dehors des crises sanitaires, parce que l'hôpital ne peut atteindre son équilibre financier que s'il a un taux de remplissage proche de 90%. Donc, on dit que c'est quelque chose d'alarmant, mais en période calme, c'est ce que l'on recherche. On recherche toujours un taux d'occupation le plus proche possible de 100%, tout en évitant la saturation. Et ça, on ne le dit jamais. Donc,
Idéalement, un hôpital qui fonctionne bien, en dehors des crises sanitaires, il a un taux de remplissage de 95%. C'est comme ça qu'on peut assurer l'équilibre financier. D'accord. Donc, c'est ça, il faut quand même le rappeler. Mais évidemment, vous avez des lits, vous voulez qu'ils soient occupés, mais vous ne voulez pas avoir de gens malades, quelque part. On veut qu'ils soient occupés, mais que tout se passe bien. Voilà. Que tout se passe bien, qu'il n'y ait aucun débordement, qu'il n'y ait aucun affolement. On ne veut pas d'urgence, en quelque sorte. Très bien. On veut Mais c'est très clair, c'est très bien de présenter ces outils, ces indicateurs de pilotage, on va dire, parce que ça permet aux lecteurs, ça me permet de comprendre. Mais oui, parce qu'on ne nous donne pas toujours les clés de lecture. On nous affole en disant le taux de remplissage augmente, bientôt on n'aura plus de lits, mais on oublie de dire que, étant donné le mode de tarification des établissements, et pour que ça fonctionne bien, il faut quand même que le taux de remplissage soit pas à saturation, mais soit largement supérieur à 80%. Pour que ça fonctionne bien, le taux de remplissage soit largement supérieur à 80%. Je voulais vous présenter le graphique que j'effectue moi-même à partir des données de Géode Santé publique France. Alors pourquoi je les effectue moi-même? Parce que je ne suis pas en accord avec le choix des données épidémiologiques qui nous sont souvent présentées. Je trouve que les données qui nous sont présentées manquent parfois de pertinence et sont de nature à inquiéter, oui, je trouve, un peu inutilement la population. Je m'explique. On nous parle, alors surtout depuis le mois de septembre, on nous parle beaucoup de mortalité, mais au lieu de nous parler de nouveaux cas de décès quotidiens, on nous parle de mortalité cumulée, c'est-à-dire de décès cumulés. Et forcément, c'est un nombre qui ne fait qu'augmenter et ça contribue à affoler, je crois, les gens. Alors que si l'on parle du nombre quotidien de personnes nouvellement décédées de la Covid-19, eh bien, on a une donnée qui reflète vraiment l'évolution de l'épidémie dans sa forme plus grave, c'est-à-dire dans la mortalité. Et je vais y revenir. Pour moi, alors Santé publique France propose sur son site Géode pratiquement entre 30 et 40 indicateurs. Donc on comprend bien que pour les personnes non initiées, c'est absolument illisible, c'est incompréhensible. Alors que le pouvoir exécutif a choisi de communiquer essentiellement, on a constaté ça depuis l'été, de communiquer essentiellement sur les données de contamination. Alors, ces données de contamination, ou plutôt d'infection, ces données d'infection sont vraiment des données d'infection. En fait, il s'agit de nombre de tests d'ARN, PCR, RT-PCR, puisque c'est un virus ARN positif. Et pour moi, il ne s'agit pas d'une donnée épidémiologique qui permet de calculer une incidence. Ça consiste uniquement à mettre en évidence des traces d'ARN sur les muqueuses respiratoires et il y a beaucoup de gens qui ont un test faiblement positif et qui ne sont probablement pas en période d'infection et encore moins contagieux, des personnes qui ne sont pas contagieuses. Donc ces données d'infection, de nouveaux cas d'infection que l'on nous communique depuis l'été, pour moi ce ne sont pas des données précises. Ces tests RT-PCR ne permettent pas de calculer une incidence.
et je m'insurge contre cela. Ce qui permet vraiment de parler d'incidence, ce sont les cas de maladie, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment malades. Et étant donné que du côté des médecins généralistes, les données sont un peu à géométrie variable, je veux dire, au début de l'épidémie, on demandait aux patients qui se sentaient malades de ne pas aller voir le médecin généraliste, ensuite on les a poussés à aller les voir, et je me suis rendu compte finalement que les vraies données qui étaient pertinentes, c'était premièrement le nombre quotidien de personnes nouvellement hospitalisées pour Covid-19 et deuxièmement, le nombre quotidien de personnes nouvellement admises en réanimation pour Covid-19. Et ce sont ces deux indicateurs avec le nombre quotidien de personnes nouvellement décédées de la Covid-19, c'est avec ces trois indicateurs que je construis mes courbes. Bon, comme vous avez pu voir, c'est vachement intéressant ce que le mec dit, parce que c'est des notions qu'on oublie complètement et que ce sont des vérités qu'on occulte dans les médias traditionnels. C'est qu'un hôpital et des cliniques sont des entreprises, et une entreprise, elle doit générer un bénéfice. Et quand on parle de bénéfice, malheureusement, on n'est pas neutre, parce qu'il faut faire du chiffre. Ce qui fait que quand on doit remplir des lits, qu'on doit quelque part générer des malades, pour remplir des lits, pour assurer un chiffre d'affaires, pour qu'une société soit en croissance ou qu'elle puisse se maintenir, on n'est plus du tout dans de la prise en charge pour la santé. Et j'ai envie de dire encore moins dans du préventif, parce que faire du préventif, ce serait justement pour faire en sorte que les gens aillent mieux et donc tombent moins malades, et donc ils aient une meilleure santé. Donc ce qui m'amène à la question suivante, c'est est-ce qu'aujourd'hui on est dans une médecine de maladie ou est-ce qu'on est dans une médecine de santé? Et si on est dans une médecine de santé, qui c'est qui nous communique finalement les éléments qui vont nous amener à prendre soin de notre santé et justement à promouvoir notre santé et faire en sorte que notre système immunitaire soit en bon état de fonctionnement et fonctionne de manière optimale. Donc qui c'est qui nous verbalise sur faire des nuits de sommeil trop courtes? Qui c'est qui nous verbalise sur toutes les saloperies qu'on va trouver au supermarché, qu'on décide de s'envoyer dans le cornet et qui font en sorte qu'on est en train de se détruire de l'intérieur? Qui c'est qui nous verbalise pour ça? Qui c'est qui nous verbalise pour le manque de sport qu'on fait? Qui c'est qui nous verbalise pour le manque d'eau qu'on boit? Qui c'est qui nous verbalise sur voir le monde constamment de manière négative et de gérer des quantités, de générer, se générer soi-même des quantités de cortisol et d'adrénaline à exploser tous les seuils? Qui c'est qui nous verbalise pour ça, justement parce qu'on est en train de se détruire, et donc en fait quand on est en train de se détruire, en fait on coûte des ronds à la société, parce qu'en fait que je sache et que je pense que je ne me trompe pas, la sécurité sociale, elle va pas trop bien, elle est en déficit de manière monstrueuse, et donc plus on est malade, plus on contribue en fait au déficit de la sécurité sociale, et donc on coûte des ronds à la société. Donc c'est pas un bon plan. Mais il y a un certain groupe de gens qui tirent bénéfice de ça. Plus il y a de malades, plus il y a des ronds, et donc plus ça tourne au détriment de la sécu. Donc, on est verbalisé quelque part pour aller prendre l'air, pour respirer de l'oxygène dans des endroits qu'on a choisis. D'aller partir à la montagne, on ne peut plus y aller parce qu'il faut respecter un périmètre. Il faut respecter des autorisations de déplacement. Il faut respecter le fait de ne pas aller dans les salles de sport parce qu'on nous les a fermées depuis 2 mois maintenant. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, mais qui c'est qui se préoccupe réellement de notre santé ? Ouais, c'est ce que je pense, parce que j'entends rien et je vois rien, donc j'ai que la preuve du contraire aujourd'hui. Et ce qui m'amène aussi à une autre réflexion, et ça fait un moment que j'y pense, qu'est-ce que les gens finalement, les gens qui sont exposés et qui sont donc des cas potentiels pour des cas Covid, et donc qui sont fragilisés, ma question, qu'est-ce que ces gens font eux-mêmes pour améliorer leur état de santé, pour être moins vulnérables à une infection et de contracter
la maladie et les symptômes du virus. Parce que finalement, sinon, on nous oblige de protéger finalement ces gens-là, parce qu'on met une économie littéralement à plat. On nous oblige à mettre des masques, à respecter des périmètres, à des restrictions soi-disant sanitaires, verbalisées sévèrement, pour pouvoir finalement sauver un groupe de personnes, une proportion très faible finalement de la population. Et ben, si moi je dois porter un masque pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la personne qui est à risque, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que si moi je suis obligé de me mettre à plat et si moi on m'oblige à prendre des mesures draconiennes, je veux quand même être sûr que la personne qui est à risque, qu'elle fasse finalement le minimum, enfin son maximum plutôt, pour que sa santé aille bien. Parce que sinon c'est pas logique. Et donc en plus de ça, aujourd'hui, avant que Pfizer sorte leur nouvelle du vaccin miracle, il n'y avait pas de traitement. Alors que le traitement qu'il y avait et qui marchait, et donc qui a marché pour d'autres maladies comme la malaria, donc je parle de la chloroquine qui était en vente libre sur le comptoir de la pharmacie, de la pharmacie locale. Tout ça c'était autorisé. Aujourd'hui, on a supprimé ça du marché. Donc c'est un décret après l'autre, on a supprimé finalement le droit de vendre et de soigner les gens avec la chloroquine. Donc est-ce que c'est logique? Aujourd'hui, finalement, on enlève quelque chose qui est, même si on prend dans le pire des cas, mieux que rien, mais il y a eu des cas, il y a des améliorations. Il y a un professeur Raoult qui a un CV qui va de là jusqu'à ma cheville et qu'il me faut 10 générations pour pouvoir arriver à étudier et maîtriser ce que lui sait. Si lui il dit que c'est un traitement qui marche pour des symptômes, pour des gens qui sont à risque et qui ont contracté les symptômes du Covid, pourquoi est-ce que finalement on ne donne pas ce traitement-là alors qu'on sait qu'il marche, alors il a été vendu sur je ne sais pas combien de continents à travers la planète, et il a eu des résultats, et donc s'il a été en vente libre sur le comptoir, c'est que c'est pas si grave, même s'il présente des effets secondaires. Je pense que sinon il n'aurait pas été en vente libre. Et aujourd'hui, il est interdit à la vente, et donc on ne peut pas traiter des gens avec ça. Donc est-ce que ça fait pas qu'est-ce que ça évoque chez vous? Moi, ça évoque que ça pue, parce que bizarrement, on préfère laisser mourir des gens, alors qu'on a un traitement qui coûte pas grand-chose, et on préfère ne pas l'administrer, on préfère l'interdire à la vente, on préfère interdire l'administration de ce traitement-là. Est-ce que c'est logique? Et du coup, en attendant, on n'a rien. Donc finalement, on préfère laisser les gens mourir. Est-ce que c'est normal au niveau du gouvernement, ça alarme personne? Donc quand on nous met dans des cases, soit on est en marche avec le gouvernement, soit on est complotiste. Donc apparemment, aujourd'hui, il n'y a plus d'intermédiaire. À partir du moment où on pose une question, ça dérange, et on devient automatiquement un complotiste. C'est fort dommage, ça. Parce que, simplement, ce qu'on essaie de comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on nous enlève toutes nos libertés. Et plus on nous donne un raisonnement qui tient absolument pas la route, et donc qui suscite des regards bizarres, et puis des gens commencent à dire mais c'est pas normal ce qui se passe, ou c'est pas cohérent. Donc cette incohérence totale, elle est constamment masquée par un coup on dit oui il faut faire ça, après non finalement il faut pas faire ça, non il faut faire ça. Donc en fait on crée de la confusion, et cette confusion là, moi je pense personnellement qu'elle est faite volontairement, parce qu'à partir du moment où on est dans la confusion, il y a de la peur qui a été semée, on a semé la pagaille, on dit ouais mais il y a des statistiques, on publie des statistiques à tout va, on sait même plus ce que ça veut dire, on sait même plus d'où elles viennent, on sait même plus qui croire, donc on se dit bon, tu sais quoi, on va quand même se protéger, on sait jamais. Et bon s'il n'y a qu'un vaccin et qu'après je peux pas accéder à un supermarché, ou je peux pas voyager, ou j'en sais rien, parce que le vaccin il est obligatoire, ou il va être rendu obligatoire, ou ils vont faire du forcing pour pouvoir l'administrer parce qu'il y a de la vente à faire. Tout ça, ça amène quand même pas mal de questions. Et donc, et on nous enlève en attendant, plus on pose de questions, plus on nous enlève de liberté. On est comme des enfants, on dit pose pas de questions, tu fais comme ça, et c'est comme ça, c'est tout. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans une médecine de la santé, on est passé dans une dictature. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne respecte pas le port du masque, même si on n'est pas d'accord, parce que, en fait, encore une fois,
l'histoire du masque, etc., c'est toujours pas prouvé, il n'y a pas d'études qui permettent de mettre en évidence cela. Mais si on ne le porte pas, moi-même j'ai été arrêté, je me suis fait aligner pour 135 balles. Non pas parce que j'avais pas le masque, mais parce que j'avais pas mon attestation, parce que je revenais du supermarché à 21h20, alors que le supermarché ferme à 21h. Et moi, je suis censé probablement me téléporter de mon supermarché dans ma cuisine pour pouvoir, avec mes courses, alors que les courses étaient sur la banquette arrière. On m'a demandé, oui, vous venez d'où? Bien évidemment, je dis, je viens faire des courses. Je dis, mes courses, mon surgelé, il est encore gelé. Vous pouvez voir. Et donc, ça les dérangeait parce que j'avais pas mon attestation, une attestation que je peux faire sur mon téléphone en 20 secondes chrono, à la main. Et je dis donc, je suis en train de prendre un procès verbal pour quelque chose que je peux remplir en 20 secondes sur mon téléphone parce que je ne l'ai pas fait avant. Je dis, vous savez que j'ai Waze sur mon téléphone, je sais exactement où vous êtes. Donc je dis, si je passe par là, c'est que j'ai pas suspecté que j'étais en infraction. Non, il fallait verbaliser. Donc c'est là où c'est la différence. Je dis, et le danger, il est où? Là, je suis tout seul dans la voiture. C'est le soir. Je rentre du supermarché, je vais direct chez moi, je suis sur le trajet. Donc où est le danger? Donc en fait, il n'y a pas de cohérence. Donc on applique bêtement à la règle, bêtement à la loi, en disant, tu dois faire comme ça parce qu'on te dit de faire ça. Oui, mais c'est pas cohérent. Non, mais il n'y a pas de mais, c'est comme ça. T'es pas en règle, tu payes. Donc c'est là où on est dans la différence entre les restrictions sanitaires et dans la dictature. Donc en fait, cet état d'urgence soi-disant sanitaire est un bras de levier simplement pour pouvoir nous mettre à genoux et pouvoir nous tirer un max dessous. Donc comme je disais au début, j'attends encore la verbalisation pour les gens qui prennent pas soin de leur santé. Mais donc aujourd'hui j'ai pas de masque, je suis verbalisé, je fume une clope et que je tiens un verre de vin ou une bouteille de vin à la main de vodka, je prends pas une amende forcément, parce qu'en plus j'ai le droit en fait de pas porter mon masque parce que j'ai une clope à la bouche et que je suis en train de boire. Par contre, le fait que ça affaiblisse mon système immunitaire et que je vais probablement être un cas plus exposé à éventuellement une infection Covid parce que je suis en train d'abaisser mes défenses immunitaires, et donc je vais faire augmenter les statistiques de Covid, et donc je vais coûter des ronds à la société, et donc je vais contribuer en fait au déficit de la sécurité sociale. Ça dérange personne, ça c'est normal, parce que ça fait partie des phénomènes culturels. On est en 2020, on se pose encore. Qu'est-ce qu'on se pose comme question pour pouvoir évoluer, pour changer les choses? Donc, et ma question finale, j'aimerais bien savoir si quelqu'un connaît des épidémiologistes et des gens qui travaillent dans la recherche et qui travaillent dans la statistique, parce que ces statistiques, en fait, elles sont... ça va être le vecteur finalement pour prendre des décisions au niveau gouvernemental, et ce sont des choses qu'on nous balance, on nous lave le cerveau avec. Sauf que quand on récolte des statistiques sur les tranches d'âge, sur les sexes, donc est-ce que c'est des hommes, c'est des femmes, est-ce que c'est des plus de 65 ans, moins de 65 ans, si ce sont des gens qui sont travailleurs, si ce sont des gens qui sont sous traitement, s'il y a de la comorbidité, s'il y a des pathologies associées, donc tout ça, ça rentre dans les statistiques pour pouvoir se faire une meilleure idée de ce qui est en train de se passer dans la réalité. Et ma question, elle est la suivante: quand c'est qu'on va prendre en compte finalement l'état de la personne? Est-ce que ce sont des personnes qui sont stressées? Est-ce que ce sont des personnes, comment est-ce qu'elles s'alimentent, ces personnes-là? Est-ce que ce sont des personnes qui sont fumeuses? Est-ce que ce sont des personnes qui boivent régulièrement? Est-ce que ce sont des personnes qui boivent de l'alcool plus de 5 ou 6 fois par semaine? Ou est-ce que ce sont des gens qui boivent une bouteille de vin par jour? Est-ce que ce sont des gens est-ce qu'ils font du sport? Combien d'heures de sport ils font? Etc., etc. Parce que là, en fait, tout le monde est mis dans le même panier. Donc, scientifiquement parlant, est-ce que c'est correct? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui fait attention, qui ne mange pas de sucreries, quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui fait en sorte qu'il gère son état de stress, qui fait du sport régulièrement et donc qui essaie d'avoir sa vie en main, est-ce que vous pensez qu'il est égal à quelqu'un qui abuse de tout et qui fait pas attention à lui? Est-ce que vous pensez que leur état de santé sont les mêmes et donc tous les deux sont asymptomatiques? Est-ce que ces deux personnes sont égales? Donc tant que les statistiques n'ont pas dissocié finalement en fait tous ces cas positifs, malades, donc symptomatiques et hospitalisés, et donc en état de maladie grave, donc parce que le reste finalement on s'en fout, parce que quand on est positif et qu'on est asymptomatique, qu'est-ce qu'on nous emmerde? Ça pose pas de problème. Donc tant qu'on va pas faire la dissociation finalement là-dedans, quelle est la réelle représentation de la réalité? Donc quand on prend des statistiques comme ça et qu'on prend des gens qui sont malades,
ben, on ne sait pas de quoi ils sont malades, parce que tout tombe sur du cas Covid. Mais si on se dit, ouais, mais ce mec-là, ou cette personne-là, ou cette femme-là, ben, en fait, ça fait 10 ans qu'elle est dans le stress, elle vit seule, elle a 2 enfants à charge, elle est dans des difficultés financières, elle s'alimente une fois par jour, et quand elle s'alimente, ben, en fait, elle s'en va dans le cornet ce qu'elle peut, parce que ça lui fait du bien, parce que c'est sa source de plaisir. Enfin, donc, voilà, pour que ce soit cohérent, et pour que ce soit représentatif de ce qui est réellement en train de se passer. Donc si vous avez des gens que vous connaissez qui travaillent là-dedans, moi j'aimerais bien avoir une réponse et j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi est-ce que ces choses-là ne sont pas intégrées. Parce que si on veut faire des choses qui sont scientifiquement cohérentes et qui sont correctes, et on essaie de faire ces choses-là de manière la plus représentative possible, il va falloir qu'on intègre un peu plus d'informations que ce qu'on est en train d'intégrer actuellement. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté. Pour toutes vos suggestions, si vous avez des questions ou si vous avez des idées, des choses comme ça, volontiers, parce que j'ai très envie de contribuer, de mettre ma contribution pour la communauté, pour qu'on soit plus informé, qu'on soit plus éclairé et qu'on puisse partager en fait des choses pour qu'on puisse continuer à se soutenir les uns les autres, et surtout dans le but de garder nos libertés et de garder ce qui nous définit tous en tant qu'humains, c'est de pouvoir rester social, de pouvoir s'entraider les uns les autres et surtout rester en contact les uns avec les autres, et pas juste par le biais en fait comme ça, mais aussi par le biais de pouvoir se voir physiquement et de ne pas se laisser enlever ça. Voilà. Merci à tous. Ciao.